Bonjour, chers amis téléspectateurs de Gandiaye Horizon TV, une nouvelle chaîne mise en place par des jeunes de Gandiaye dans le but d'informer, d'innover, mais aussi et surtout d'entreprendre. Et comme prévu, nous aurons la compagnie de M. Thiaré, professeur de français au lycée Sambadione de Gandiaye, dans notre rubrique éducation. Bonjour, M. Thiaré. Bonjour, cher présentateur. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons discuter sur la littérature, notamment sur trois questions, à savoir, qu'est-ce que la littérature? Quels sont les genres littéraires et quelles sont les différentes fonctions de la littérature. Donc, sans plus tarder, monsieur, la parole est à vous. Voilà, bonjour, cher présentateur. Je suis très ravi et content de votre visite. Je vous en remercie, vous félicite et vous encourage pour votre initiative ô combien salutaire. C'est une initiative qui permettra aux élèves notamment, sous une autre forme, de revoir ce qu'ils ont déjà appris en classe. Mais c'est également une initiative, une occasion pour eux de gérer ce temps de répit lié à la pandémie. Et par la même occasion, je voudrais souhaiter une protection maximale à tous, à l'ensemble des masses populaires, contre cette pandémie qui n'a pas fini de faire ses ravages dans le monde entier. Et je crois que la meilleure manière de s'en protéger, au-delà de l'appel à la divinité suprême, c'est de respecter surtout les consignes édictées aussi bien par les techniciens de santé que par les autorités étatiques. Et voilà, donc je voudrais aussi signaler que je n'ai aucunement la prétention de parler de manière exhaustive de la littérature. Je n'en serai pas capable parce que je suis simplement apprenti littéraire. On nous appelle certes professeurs, mais nous ne sommes pas aguerris et nous restons aussi d'éternels apprenants. Vous souhaitez maintenant que j'intervienne aujourd'hui sur un sujet assez glissant, parce qu'étant complexe, parler de la littérature n'est pas chose aisée, à plus forte raison répondre à des questions qui pourraient en réalité prendre le temps d'une année scolaire. Parler de la littérature, c'est traverser en réalité l'ensemble des domaines de connaissances. Parler de la littérature et parler particulièrement de ses fonctions, c'est également passer en revue ce qu'on pourrait appeler l'essence même de ce qu'on pourrait appeler la quête de la connaissance. Alors, ce que je voudrais préciser d'emblée par rapport à la littérature, c'est que c'est un domaine comme la philosophie, un domaine comme la sociologie, un domaine comme la géographie et comme le droit. Étymologiquement, le mot littérature vient du latin literatura, qui veut dire écriture. Dès lors, la littérature peut être considérée comme tout ce qui a trait à l'écriture, aux belles lettres, donc à la culture de l'esprit. Et selon plusieurs dictionnaires, la littérature est considérée comme l'ensemble des œuvres orales ou écrites auxquelles on assigne une valeur esthétique. C'est d'ailleurs la définition que donnent la plupart des élèves quand il s'agit d'amener un sujet en rapport avec la dissertation, particulièrement d'ordre littéraire. Mais de façon beaucoup plus explicite, on peut considérer que la littérature, c'est l'ensemble des productions écrites ou orales propres à un continent, à un pays ou même à une ethnie. C'est ce qui pourra nous amener de parler de littérature africaine, de littérature sénégalaise, de littérature sérère particulièrement. Je ne sais pas maintenant s'il existe une littérature polaire. Peut-être que les Peuls pourraient en répondre après. Alors voilà donc, mais de manière beaucoup plus simpliste et surtout en rapport avec ses principales vocations, on pourrait considérer que la littérature, c'est un moyen de communication conçu par l'homme.
un moyen de communication conçu par l'homme et qui lui permet d'exprimer des sentiments, d'avancer des opinions ou d'évoquer des impressions. Et à l'instar maintenant de ces tentatives de définition du vocable, on pourrait aussi dire que la littérature a une triple caractérisation. Elle est d'abord caractérisée par sa nature, elle est ensuite caractérisée par ce qu'on peut appeler sa diversité, elle est aussi caractérisée par une pluralité de fonctions. Alors quand on parle de nature de la littérature, on pense simplement à ce qu'on appelle la littérature orale d'une part et la littérature écrite d'autre part. On n'est pas sans savoir que l'avènement de l'écriture aurait été précédé par ce qu'on appelle la primauté accordée à l'oralité. Dans les sociétés africaines, notamment, qui ont tardivement connu l'écriture, c'est l'oralité en tout cas qui était considérée comme le moyen adéquat pour retenir une information pour pouvoir ensuite la diffuser. C'est la raison pour laquelle on parlait souvent de mémoire institutionnalisée ou de voix autorisée, à l'image des vieillards ou des communicateurs traditionnels que nous appelons dans notre jargon les griots. Alors ce sont donc ces gens-là qui étaient habilités à dire, ce sont ces gens-là qui avaient la possibilité d'informer, parce que selon particulièrement les considérations, alors leur voix était authentique. Leur voix était dépouillée de tout mensonge, pour reprendre les propos de Djely Mamadou Kouyaté. Et c'est avec maintenant l'avènement de l'écriture que l'oralité va petit à petit s'estomper, que les gens vont particulièrement privilégier cela qu'on appelle l'écriture, au détriment bien entendu de cela que nous avons déjà appelé l'oralité. Alors voilà donc du point de vue de la nature de la littérature, on pourrait cerner ces deux angles-là. Il y a d'abord l'oralité, il y a ensuite l'écriture. Et au-delà, j'ai dit que la littérature pourrait aussi être caractérisée par sa diversité. Quand on parle de diversité, on pense simplement à ce qu'on pourrait appeler les littératures des différentes contrées. On parle de littérature française et de littérature africaine pour le compte des programmes scolaires. Du point de vue particulièrement de ce qui relève du programme, on parle du programme en rapport avec particulièrement la littérature, on parle de littérature française et de littérature africaine. C'est déjà une diversité. Et au-delà, il y a même ce qu'on peut appeler une littérature anglaise. Il peut y avoir une littérature espagnole. Donc la littérature est diverse. Du point de vue maintenant de cette diversité, on pourrait aussi constater ce qu'on appelle une vrombissance des idéologies. Et cela peut toujours être orienté vers cela qu'on appelle la diversité. Quand on prend la littérature française, par exemple, on a constaté, du point de vue du parcours diachronique, qu'il y a une succession de mouvements ou de courants littéraires. Et ce sont ces mouvements ou courants littéraires qui déterminent en réalité la richesse de la littérature, particulièrement sur le plan idéologique, mais également sur le plan de la création, c'est-à-dire sur le plan de l'esthétique, de la manière particulière dont les œuvres doivent être conçues. Alors, d'habitude, les courants ou mouvements littéraires que nous enseignons, à partir de la seconde d'ailleurs, c'est l'humanisme et la Renaissance. La Renaissance et l'humanisme au XVIe siècle sont nés dans un contexte où particulièrement l'ignorance, l'obscurantisme, un mode d'enseignement dogmatique prévalait, particulièrement avec la période médiévale, cela vous l'avez appris. Alors, il y a eu donc une période médiévale, ce qu'on appelle le Moyen-Âge communément, qui était caractérisée par un certain nombre de manquements. La manière dont la connaissance devait être diffusée, la manière dont particulièrement les gens devaient se comporter n'était pas du tout de mise. Et il fallait maintenant, dès l'avènement de cette nouvelle idéologie ou de ces nouvelles idéologies, changer la donne. C'est la raison pour laquelle on parle de renaissance, c'est-à-dire renouveler, un renouvellement. Donc un nouveau départ. Et c'est cette renaissance qui a surtout balisé le terrain à ce qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme, c'est ce mouvement littéraire du XVIe siècle qui a surtout mis l'homme au centre de ses préoccupations.
C'est-à-dire, il faudrait accorder particulièrement la foi en l'homme. Il faudrait bâtir un homme qui serait à même de prendre le destin de toute une communauté en main. Et ce type d'homme maintenant serait particulièrement chez les humanistes un homme idéal. Et par rapport à cela, à cette idéologie surtout, nous pouvons penser à Erasme, nous pouvons penser à Montaigne, nous pouvons penser également à François Rabelais, qui ont porté haut le flambeau de cela qu'on appelle l'idéologie humaniste, mais également l'idéologie de la Renaissance. Il y a eu donc cela, du point de vue particulièrement humaniste. Il fallait faire en sorte que l'homme soit élégant. Et ce qu'on pourrait entendre par homme élégant, c'est cet homme-là qui se détermine, non pas seulement par sa culture, c'est-à-dire sa connaissance, mais qui se détermine également par ce qu'on pourrait appeler son comportement. Voilà donc le type d'homme particulièrement qui sera envisagé. Et dès le XVIIe siècle, on va assister à un autre mouvement littéraire dénommé classicisme. Sur le plan idéologique, le classicisme va également continuer la donne humaniste. Ce n'est pas un mouvement qui va opérer un déclic, une rupture totale avec le mouvement antérieur, mais c'est un mouvement qui va plutôt assurer la continuité. Mais au lieu d'envisager simplement un homme, il faudrait particulièrement maintenant le bâtir. Et c'est la raison pour laquelle chez les classiques, on parle d'honnête homme. L'honnête homme, c'est qui? C'est celui-là qui non seulement est savant, mais qui ne fait jamais étalage de sa connaissance. L'honnête homme ne fait jamais étalage de sa connaissance, c'est-à-dire il n'est aucunement narcissique. Ce n'est pas celui particulièrement qui aime se voir, comme on pourrait le dire. Donc c'est celui-là qui détient de la connaissance, mais qui ne fait jamais étalage de sa connaissance. C'est un homme humble, c'est un homme sain, c'est un homme mesuré. Alors, cet homme maintenant, ou bien ce type d'homme, va être bâti selon particulièrement un certain nombre de règles. Alors, mais si nous devons maintenant pousser l'intervention par rapport à ces règles-là, nous allons forcément toucher la totalité du classicisme et peut-être que le temps pourrait nous le permettre. Alors, au-delà maintenant, il y aura aussi un autre mouvement à partir du XVIIIe siècle plutôt, ce sera le rationalisme. Le rationalisme va mettre maintenant en avant ce qu'on pourrait appeler la raison. C'est-à-dire, c'est le mouvement avec lequel l'attachement à la raison sera démis, mais l'esprit critique sera également démis. Cela veut dire simplement qu'il ne faudrait pas considérer une opinion comme étant vraie si préalablement celle-là n'a pas été vérifiée. Il faudrait donc une vérification des informations reçues avant particulièrement de les concevoir pour vraies. Voilà particulièrement la quintessence du rationalisme. C'est ce mouvement également qui est aussi appelé siècle des Lumières ou philosophie des Lumières. Voilà. Au-delà, il y aura vers la fin du XVIIIe siècle, donc dans la seconde moitié, un mouvement dénommé pré-romantisme. Le pré-romantisme, c'est simplement la transition entre ce qu'on appelle la pensée rationaliste des Lumières et la pensée particulièrement sensible de cela qu'on peut appeler le romantisme. C'est-à-dire cette période sans nom, certains chercheurs l'appellent une période sans nom, parce que portant d'abord les stigmates de ce qu'on peut appeler l'attachement à la raison, mais tendant également vers ce qu'on appelle une écriture particulièrement personnelle. Et dès la première moitié maintenant du 19e siècle, nous allons assister à la naissance d'un courant, cette fois-ci dénommé romantisme. Le romantisme s'oppose maintenant au classicisme et au rationalisme. À l'attachement à la raison, par exemple, les romantiques vont substituer ce qu'on appelle la primauté de la sensibilité et de l'imagination. Donc, il ne sera plus question de s'attacher sur la raison, donc de considérer qu'une création doit essentiellement être basée sur le rationalisme. Mais on peut considérer que l'individu pourrait faire fi à ce qu'on pourrait appeler son cœur, donc pour produire des œuvres. C'est cela donc qu'on appelle particulièrement la sensibilité romantique. Alors, ce courant littéraire dont le pionnier, le chef de file donc serait Victor Hugo, va particulièrement être suivi d'un autre appelé le Parnasse. Le Parnasse, maintenant, c'est un courant littéraire dont la primauté est accordée simplement à cela qu'on appelle la perfection
la perfection formelle. On les appelle des impassibles. Ceux-là, particulièrement les Parnassiens donc, sont appelés des impassibles, c'est-à-dire ceux-là qui en réalité ne sont pas sensibles à ce qu'on pourrait appeler l'intériorité. Ils s'opposent à ce qu'on pourrait appeler la vocation politique ou lyrique de la littérature. Mais c'est un courant aussi particulièrement poétique. Donc, les adeptes du Parnasse considèrent que l'art ne doit avoir qu'une seule finalité. Et cette finalité doit être la perfection formelle. Et à l'instar, il y aura maintenant, pour le compte particulièrement des courants qui ont accordé la primauté à ce qu'on appelle l'ornement, donc qui ont considéré l'ornement comme le genre de prédilection, il y a le réalisme et il y a le naturalisme. Donc ce sont des courants en réalité qui s'imbriquent et se complètent, comme j'ai l'habitude de le dire. Le réalisme tend à reproduire la réalité en se basant sur ce qu'on appelle l'observation, en se basant sur ce qu'on appelle la documentation, mais en essayant également de faire en sorte que l'objectivité soit une caractéristique principale de cette écriture. Et les naturalistes maintenant vont particulièrement épouser l'ensemble de ces principes des réalistes, mais chercheront quand même à les dépasser en essayant de concevoir ce qu'on appelle une tendance scientifique. Alors, et au-delà maintenant du réalisme et du naturalisme, il y a ce qu'on appelle le symbolisme. Au 19e siècle toujours, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle. Alors, le symbolisme maintenant est un courant littéraire dont la quintessence se ramène à cela qu'on appelle l'importance accordée au mysticisme. Quand on parle de mysticisme, on pense dès lors à ce qui n'est pas ordinaire, à tout ce qui ne relève pas en réalité de l'ordinaire. Donc, il aime revisiter ce qu'on peut appeler les prémices du rêve, par exemple. C'est la raison pour laquelle, chez Baudelaire particulièrement, on parle de correspondance, c'est-à-dire l'analogie qu'il peut y avoir entre cela qu'on appelle le monde sensible et ce qu'on pourrait appeler le monde intelligible. Voilà le dernier courant du 19e siècle.